Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième podcast axé sur la muscu et la science. On se retrouve avec mon invité juste ici que je laisse se présenter. Enchanté les gars, moi c'est Théo, mais vous me connaissez sûrement sous le nom de Thiofit sur les réseaux. Je suis un coach sportif depuis quelques années maintenant, presque 2, et je base beaucoup tout mon contenu et tout mon apprentissage de la muscu sur tout ce qui est scientifique. Donc je me renseigne beaucoup sur les dernières études. Bien sûr, il faut faire la part des choses parce que la science a ses limites, mais voilà, le coaching sportif via la science, c'est un peu mon domaine. Et le but, c'est d'en apprendre un maximum à tout le monde. Et c'est donc pour ça que tu es ici à ce moment-là. Exactement. Je me représente quand même, dit comme maudit sur les réseaux. Je suis coach sportif, j'ai 22 ans, je suis bodybuilder naturel aussi. Et aujourd'hui, du coup, moi je m'aventure un petit peu dans ce domaine science. J'aime bien apprendre, commencer à pouvoir faire un petit peu mon avis là-dessus. C'est pour ça que j'ai un peu testé ça. Je me suis beaucoup renseigné sur ce que toi tu faisais, grâce à toi de manière générale. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce fameux podcast. Et donc c'est pour ça que j'en ai tiré pas mal de petites questions qu'on va aborder aujourd'hui. Allez, Le premier gros bloc qu'on va voir, c'est comment s'entraîner d'après la science. Forcément, il y a plein de choses à dire. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. C'est ce que tout le monde attend en fait de la science, et de savoir comment est-ce qu'on s'entraîne pour perdre le moins de temps possible et avoir les meilleurs gains musculaires possibles. Moi, je te laisse commencer tranquillement. Un petit peu, on peut commencer à parler de tout ce qui va être un petit peu volume, ensuite tout ce qui va être un peu répétition, fréquence, etc. Okay. Je te laisse un petit peu développer là-dessus. Qu'est-ce que la science dit actuellement? Qu'est-ce que toi t'en retires? Et qu'est-ce que... voilà, tu peux très bien dire la science dit ça, moi j'en retire ça, c'est différent un peu. Parce que du coup, la science dit beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui marchent et qui marchent moins bien en fonction des personnes que t'as. Bien sûr. Par exemple, la science, au niveau du volume, on nous dit qu'une seule série portée à l'échec, ça pourrait stimuler la croissance musculaire pendant à peu près 29 heures. C'est plus ou moins ça. Sauf que la réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire une série assez productive pour que ça stimule autant l'hypertrophie. Si on regarde, il y a pas mal d'études qui montrent que seulement 3 séries par semaine divisées en 3 fréquences, du coup, une fois par semaine, enfin une séance, une série à l'échec par semaine, et bah du coup ça suffirait à prendre du muscle. Sauf que tu vois très peu de personnes faire juste 3 séries et prendre du muscle. Tu vois, même moi, dans mon cas, je vais pas faire une seule série 3 fois par semaine par groupe musculaire et espérer avoir des gains de fou. Bien sûr. Après, encore une fois, je pense que si t'as la surcharge progressive de manière générale, si t'as fait 3 séries, une série, chaque séance 3 fois dans la semaine, si à chaque fois t'as augmenté un petit peu, dans la théorie t'as pris du muscle. Est-ce que c'est effectivement la plus rentable? Mais là, de ce que t'avais l'air de dire, c'est le minimum, ce serait ça. Le minimum, c'est ça. Il y a une limite haute, il y a une limite basse aussi. En dessous de ça, on voit pas de gain. Ok. Qu'est-ce que, du coup, ça, ce serait la limite basse? La limite basse, c'est du 3 en fréquence x3. Qu'est-ce que ce serait la limite haute à peu près? La limite haute, en fait, elle est propre à chacun. Les études, il y en a plein qui montent à chaque fois, tu vois. Mais en fait, ça dépend vachement de la capacité de récupération. Ok. Mais en gros, on voit un plateau à peu près entre 9 et 12 séries par semaine. D'accord. En gros. Au-delà de ça, on peut appeler ça du jump volume. C'est du volume qui sert à rien concrètement. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui en font plus. Mais ça, c'est si on parle vraiment que du volume porté à l'échec. D'accord. Porté où tu gardes un peu plus de rep en réserve, tu peux monter plus haut en volume. D'accord, ouais. Donc le haut palio, ce serait de 9 à 12, pas de 9 à 12 sur une seule séance. Non, bien sûr, non. Sur une plus grosse fréquence. En fréquence x3, je parle à chaque fois en fréquence x3 du coup, parce que c'est le truc le plus optimal. D'accord. En gros, en fréquence x1, tu peux monter à 15-20. D'accord, ok, ouais, tu peux monter jusqu'à 15-20 dans une seule séance. Si tu fais un split, si tu fais une seule fois par semaine, tu peux taper du 10, 15, 20 sets par muscle, avoir des gains, mais c'est pas opti du tout. D'accord, ouais, c'est ça, je vois. En gros, c'est vraiment créer la chose la plus optimale possible, pour développer plus vite la chose. C'est ça. Pendant qu'on est sur les fréquences, je te laisse parler un peu de différentes fréquences. Qu'est-ce que serait la fréquence basse? Plutôt 1, j'imagine. La fréquence haute, 3, 4, 5, 6, tu vois ce que je veux dire? Tu peux même pas faire, en vrai, concrètement. Alors, faut un split hyper particulier. Mais en fait, on parle souvent par semaine, mais en vrai, faut pas parler par semaine, faut parler par cycle. En général, un cycle de 7 jours, parce que du coup, des fois les semaines, ça se décale. 7-8 jours, c'est à peu près ça. Mais la fréquence x4, c'est quasiment impossible à avoir. Le mieux que tu puisses avoir, c'est ce que Train by JP il explique, c'est sur un cycle de 14 jours, et tu peux avoir une fréquence x7 avec du full body x3 par semaine. D'accord. En gros, ça te fait du 3,5 par semaine. C'est le max que tu puisses avoir, et c'est le plus opti parce que du coup, tu vas à peine laisser 48 heures à ton muscle pour se reposer totalement. Sauf que si tu fais 1 à 2 séries à l'échec, ta synthèse protéique, elle est stimulée pendant ces 48 heures. Donc du coup, t'évites l'atrophie musculaire au maximum, et t'es tout le temps en période anabolisante. Et ça, quand t'es naturel, c'est ce qui est bien du coup, parce que du coup, quand t'es chargé, on va le dire normalement, t'es normalement tout le temps en anabolisme. Anabolisme. Et du coup, quand t'es nati,
le catabolisme, ça arrive très facilement et très vite. Ouais, c'est en gros, pour résumer, t'anabolises, tu catabolises, De toute façon, le muscle, et en gros, il est soit anabolisé, soit catabolisé. c'est ça. Donc, Jamais sur du long terme, c'est créer plus de phases anabolisantes pour que ça grossisse sur du long terme. Exactement. Mais par contre, ça prend quand même du temps. Hein. Bien sûr. C'est pas magique. Tu peux avoir des gains plus rapides en faisant ça. Tu vas pas exploser non plus physiquement. Ça, c'est le problème avec les gens sur les réseaux d'ailleurs. Bien sûr. Ils pensent vraiment que le programme c'est magique et que en faisant ça, ils vont avoir les gains les plus fulgurants de leur vie. Mais en réalité, pas tant que ça. Hein. En fait, comme on a dit depuis le début, c'est aller, moi de ce que j'en retiens, c'est aller chercher l'optimisation Exactement. la plus possible, mais après, tout peut marcher, on en reviendra à ça là-dessus plus tard. On attaque un petit peu le volume, un petit peu du coup la fréquence, qui serait plus ou moins adaptée entre 1 à 3 par séance. Ouais. Le volume qui serait vraiment différent à chaque du coup séance. Ça dépend du Grosso modo, si on a une fréquence de 3, du coup tu conseillerais du 9 à 12 par semaine, En qui vrai, qui serait du 3 à 4 par séance. tu peux même faire moins. Franchement. Oui. Ouais. Oui. Ouais, mais le max du max, c'est ça, quoi. C'est ça c'est la fourchette haute entre guillemets. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste dans une séance? Ça va être la fourchette de répétition, le repos. Ouais. Qu'est-ce que tu préconiserais au niveau des reps? Enfin, qu'est-ce que dit la science? Parce que c'est très contredit la salle. Ouais, les fourchettes de répétition, en fait, c'est pas tout blanc et pas tout noir. Tu vois, faut savoir faire la part des choses. Parce que t'en vois, même moi au tout début, hein, quand je commençais le contenu scientifique, j'étais borné. Moi, j'étais en mode 4-6 reps, y a pas mieux. Tu vois. Ouais. Et en fait, au final, tu te rends vite compte que c'est assez limitations. Ouais, bien sûr. Et même si t'es capable, par exemple, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, mais élévation latérale à la poulie, je faisais du 5 reps. On m'a critiqué de fou quand je le faisais. Ouais, bien sûr. Mais au final, quand j'y réfléchis, c'était un peu con. Parce que à la fin, pendant quelques semaines, j'arrivais à le faire, mais j'ai été obligé de changer ma fourchette de reps un peu plus haut. Parce qu'après, c'est mes trapèzes qui freinent le dessus. Donc en fait, c'est propre à chaque exo. Un gros polyarticulaire, franchement, si tu le maîtrises, c'est toujours mieux de le faire en série courte. Ouais. Parce que tu te fatigues beaucoup moins. Le hack squat hier, par exemple, Oui. 7 reps, c'est du cardio. Franchement, 7 reps, c'est du cardio. 7 reps, c'est là que je commence à taper un peu dans le cœur. Voilà. Donc, aller chercher du 12-15 reps, Tu meurs. j'ai un peu de mal. Tu vois. Je l'ai fait. J'ai pas envie, moi. Je l'ai fait pendant longtemps avec des gros séries lourdes, des gros back-off derrière. Franchement, je devais prendre trop de repos. Du coup, on revient sur le repos derrière. Ouais. Mais je devais prendre trop de repos, je perdais du temps. Et honnêtement, je déchargeais la machine, etc. Moi, je donne mon expérience personnelle, parce que du coup, je suis un peu moins axé science, et je te donne un petit peu le retour que moi j'ai pu avoir. Du série courte sur certains exos, surtout sur du squat, par exemple, du squat, du hack squat, tout ce que tu veux, très gros polyarticulaire, on prend cet exemple-là. Des séries courtes, je préfère largement. Ouais. Série courte, 4 à 6, c'est vraiment court. 4, j'ai encore un peu de mal. 5 pour moi, 5 à 7 pour moi, c'est mon truc parfait, parce que je sais que j'aime bien ça. Genre 5, je suis bien. 6, je suis très très bien. 7, ça commence à être un peu haut. Au-delà de 7, genre 8, etc. Ça va dépendre, mais au-delà de 8, je vais vraiment commencer à me faire chier et taper le cardio. Même avec toi. Sur des gros polyarticulaires. Exactement. Après, sur des moyens polyarticulaires, je pense à un... Tu fais quoi? Même une machine, en vrai, un polyarticulaire sur machine, monter un peu plus haut, ça va. Ça se fait. Voilà. Mais après, c'est vrai que des fois, je vois pas forcément l'utilité. Mais ça va dépendre. C'est vrai qu'une élévation latérale haltère, je vais privilégier de faire plutôt une fourchette un peu plus haute. Mais je sais que je pourrais le faire en fourchette plus basse aussi, pardon. Mais c'est vrai que l'exécution elle sera forcément l'exécution va être touchée et le recrutement du muscle que je veux peut être touché aussi. Ça peut être une stratégie. Petite parenthèse sur les cheat reps, toutes les répétitions trichées et tout. Il y a pas mal d'études qui ont montré récemment qu'en fait, une série avec une exécution parfaite et un peu trichée, t'as plus ou moins les mêmes gains à la fin. D'accord. Donc en vrai, c'est pour ça, tu vois, tu peux hésiter des fois à faire des séries courtes sur des exos d'isolation, à te dire, si je triche un peu, c'est pas grave, parce qu'au final, les gains peuvent être les mêmes. D'accord. Ça, on y reviendra plus tard, de dire que, Très bien, ouais. Ok. J'avoue que c'est grave intéressant, je savais pas. Donc faire une série courte avec 2 petits reps de plus, ce serait limite aussi bien que faire 7 reps, mais propre. Ouais. Et même plus de cheat reps, même que des cheat reps, ça peut marcher en fait. Ouais. Donc littéralement. Après, encore une fois, ça va être beaucoup de... Sauf que les cheat reps, on se blesse facilement, ça faut faire attention. Ça oui, et ça va être encore une fois point fort, point faible de chaque personne. Exactement. Compliqué. Surcompensation, etc. Il y a plein de choses. Exactement. On peut attaquer, je pense, le repos. Le repos, très vite. Ouais. En vrai, le repos, tant que t'es pas récupéré, n'y retourne pas. Franchement, ça m'arrive des fois, le hack squat, je me fixe minimum 3 minutes là-dessus, parce que je peux pas faire moins. Ah non. Et franchement, je regarde le chrono, des fois, je vois il y a 4 minutes 30, je suis là, je dis, je peux pas y aller, tu vois, mon cœur il tape d'accord à fond, je suis essoufflé. Et recommencer une série essoufflée, c'est la pire chose à faire. Parce que du coup, t'as déjà une demande cardiovasculaire et respiratoire qui est abusée, ta perception de l'effort, elle va être abusée,
Et ta proximité à l'échec, tu pourras jamais être aussi proche que si t'es totalement reposé. Bah, c'est vrai que du coup, dans l'optique où là, en plus de ça, d'après la science, tu visualises vraiment que de faire des séries effectives, donc c'est des séries quasiment à l'échec, voire à l'échec, qui vont être 100% stimulantes, entre guillemets, le plus proche possible de 100%. Si t'y retournes et que t'as pas de quoi faire un 100%, y a pas d'intérêt. Bah, tu perds quand même pas mal d'efficience et du coup tu perds ton temps en gros, quoi. Ça peut être intéressant de baisser le repos si effectivement là t'as plus de volume, mais... Et le repos c'est aussi un facteur de progression, tu vois. Imagine la semaine dernière t'as pris 4 minutes de repos, puis là tu prends que 3,45. C'est vrai. T'as progressé, si tu fais la même chose en tout cas. Non, c'est vrai. Tu peux t'en servir aussi, c'est une manière de progresser, mais je trouve ça moins intéressant. Ouais, ça marche aussi. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire sur les trainings ou pas du tout? Sur le training, comme ça, il n'y a rien qui me vient en tête. Peut-être que ça me reviendra plus tard en parlant. Bien sûr. Moi, là, ce que j'avais noté après, c'était tout ce qui était optimisation de l'entraîning. De l'entraîning. J'ai fait un mélange des deux. Mélange de français anglais. L'optimisation de l'entraînement, on peut en parler. C'est vrai que maintenant, on est vraiment dans une sorte de politique, j'ai presque envie de dire, sur les réseaux sociaux, etc., de sur-optimiser les entraînements pour des gens qui ont, sans être méchants envers n'importe qui, 1 an, voire moins des fois de muscu. Ils ont pas assez de recul en fait. C'est un peu ça. Après, je suis d'accord que en tant que coach sportif, c'est intéressant de connaître tout pour optimiser l'entraînement. C'est un peu notre taf, c'est dans un sens. Voilà, c'est notre taf. Plus tu connais, mieux c'est. Mais c'est vrai que quelqu'un qui va avoir 6 mois, 8 mois de muscu, t'es pas forcément obligé de lui faire la même chose. Aussi détaillé que quelqu'un qui a peut-être 5, 6, voire plus d'années derrière, tu vois. Dans le sens où, déjà, il va pas monter à Mister Olympia. Et ce que j'ai entendu beaucoup dire sur certains influenceurs qui parlent de ça, à moins que tu sois dans le top 10 Olympia, que tu aies un tout petit peu plus de latte inférieure ou pas, ça change pas grand chose. Non. Et quelqu'un qui veut développer son dos, qui tape un peu plus les lattes du haut que du bas, franchement, la plupart du temps, sur des gens qui ne sont pas à niveau compétitif, ça changera pas grand chose. Le mec, il ne saura même pas, tu vois. Non, tu verras même pas la différence. Donc, est-ce que, selon toi, c'est intéressant de suroptimiser tout ça? Qu'est-ce que tu vois de ça? Il faut optimiser le training, tu vois. Tu peux pas y aller et balancer des exos au pif, c'est évident. Mais les gens, ils se prennent trop la tête avec courbe de résistance, la position du muscle raccourci, étiré, quel faisceau ça va cibler exactement. En fait, il n'y a même pas besoin de trop se compliquer la vie avec ça. C'est sûr, faut le prendre en compte. Parce que forcément, tu vas pas... Enfin, faut éviter, petite parenthèse, faut éviter de faire les exos à forte tension de contraction à la fin. Parce que du coup, c'est plus fatigant. Tu vois, le grind, il est plus élevé. Et donc, du coup, c'est plus difficile. Alors que si c'est dur au début, tu peux mieux le faire. Ça, faut le prendre en compte. Mais il y en a, ils se prennent trop la tête avec ça. Et ils sont là en mode, je peux pas faire tel exercice parce que c'est ça. Alors qu'à la base, ils aiment l'exercice en plus. Ça, c'est le premier facteur qu'il faut prendre en compte quand tu fais un programme. Est-ce que t'aimes l'exo? Dans tous les cas, quelqu'un qui va kiffer son entraînement sera plus productif sur le long terme que quelqu'un qui va le détester. On garde ça encadré dans un coin. Et tu kiffes l'entraînement, il est un peu moins optique, tu progresseras sûrement plus. Parce que tu vas pas chercher à être un top 10 Mister Olympia devant. Voilà. Mais ensuite, comme tu dis, c'est vrai que pour moi, c'est intéressant d'optimiser, mais pas de suroptimiser. C'est ça ce que je veux dire. Même moi, honnêtement, je dis pour moi, quand je fais mes trainings, grosso modo, je me fais chier. Je me fais chier pour moi tout seul. Je me casse le crâne, là, des fois suroptimisé. Je vais à l'entraînement, je dis, ah putain, ça, je l'ai mal fait, ça, machin. Je suis sûr que ça change rien. Putain, tu sais ce que je veux dire? Ça change pas grand chose. Pour mon training ou quand je prépare des trainings pour les autres, je regarde chaque petit truc et je passe 20 minutes de plus pour rien, alors qu'au final, ça aurait pas eu un impact de fou, tu vois, mais je me dis, au moins c'est parfait, tu vois, parce que tu peux pas mieux faire techniquement. Je suis d'accord aussi. Mais au final, la différence est tellement minime que c'est presque une perte de temps, quoi. Mais des fois, c'est vrai, quand tu vas à l'entraînement et que tu dis, ok, là, il y a 100% qui est opti, bon, bah, tu vois, c'est super satisfaisant. Mais, t'as ce côté-là de dire est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Et par contre, est-ce que, tu vois, typiquement, imaginons tu fais en sorte que ce soit suroptimisé pour tes pecs, alors que ton plus gros point fort de tout ton corps, c'est tes pecs. Chiant, enfin, pas très utile. Là, t'as pas besoin. T'as pas de biceps et tu suroptimises tes biceps, là, tu peux entendre, tu vois. Parce que, effectivement, peut-être que là, t'as 2 faisceaux, il y en a un des deux qui est en retard, l'autre, il est pas bien en avance non plus, peut-être que là, tu vas regarder les courbes de résistance, parce que il y en a qui sont peut-être un peu mieux de machin de bidule. Ça peut être intéressant. Mais si tu sais que quoi que tu fasses, tu prends des pecs, quoi que je fasse, je prends des jambes, même quand je les entraîne pas super bien, je sais que je me casse la tête pour le faire parce que j'adore les jambes et j'adore optimiser les jambes encore plus. C'est un kiff personnel, donc je le fais. Mais
je sais très bien que tu pourrais faire du squat barre libre, qui est pas forcément l'exo le plus opti, avec du leg extension, du leg curl, je prendrais des jambes. C'est ça. Bien sûr, en tant que bodybuilder, je vais préférer avoir encore plus de jambes, mais et encore plus optimisé, mais je pourrais ne pas le faire. Alors que les biceps sont mon gros point fort, bon quoi. mes biceps qui sont un très gros point faible, là je vais peut-être plus réfléchir, tu vois. Ouais, mais carrément. Puis dans l'optimisation, en fait, franchement, il y a que quasiment 2 trucs à prendre en compte. Hein. C'est prendre un exercice qui travaille le muscle avec une bonne courbe de résistance. Ouais. Parce que ça, c'est on en parlera peut-être plus tard, mais le neuromechanical matching, j'en avais déjà parlé dans un TikTok, mais il y a très longtemps. Ok. C'est très très scientifique et poussé. Ouais. Mais en gros, c'est un muscle là où il a les meilleurs leviers internes, et ben c'est là qu'il faut l'entraîner, parce que c'est là qu'il aura la meilleure production de force, et du coup le meilleur recrutement moteur. Ouais. Ça, c'est le truc d'optimisation où tu peux suroptimiser et c'est bien. Ouais. Mais après, tout le reste, en vrai, à part même la sélection d'exo, elle est pas si importante que ça. Que tu fasses un curl halter, un curl poulie, un curl pupitre machine, s'il travaille bien ton biceps, c'est pareil. Et puis, le plus important dans l'optimisation, en fait, c'est l'ordre de tes exos. Ouais, Pas faire ton point faible à la fin, tu vois, c'est con. Je l'ai fait pendant longtemps. Je l'ai fait aussi, je suis coupable. Parce que je suis pas trop fan des bras et surtout je voyais pecs, gros polyarticulaires, gros exos lourds. Ouais, ça j'ai envie de taper les pecs et après j'ai envie de taper les triceps derrière parce que c'est plus léger. Sauf que du coup c'est l'inverse. Donc là je me suis mis à moi maintenant faire l'inverse. Franchement je vois un peu plus de progression et du coup moins de progression sur les pecs, j'ai l'impression ça me frustre. T'as l'impression de régresser presque sur un autre truc. En fait c'est ça le problème. C'est ça. Quand t'optimises un machin, tu mets l'autre de côté et faut arriver à trouver le bon équilibre. C'est ça le plus compliqué, c'est trouver l'équilibre pour pas négliger un autre muscle et qu'il devienne moins bon. Parce que suroptimiser quelque chose c'est bien, mais si tu désoptimises quelque chose aussi, c'est pas bien. Non, du final tu niques ton training pour rien. On parle de la suroptimisation. On avait noté ensemble travailler différents faisceaux et du coup en l'occurrence parler un petit peu de tous les exercices. Est-ce que du coup tu voudrais parler de certains exercices, qu'est-ce qui est mieux, machine, poids libre, on entend souvent ça, et après, pourquoi recruter plutôt ça, et pourquoi se faire chier sur les faisceaux ou pas en fait. Et niveau optimisation, on va dire que les machines seront toujours mieux. Je fais une petite vidéo récemment là-dessus. C'est surtout une perception de l'effort en fait, ta proximité à l'échec. C'est pas ton corps qui te dit que t'es plus capable de faire, c'est ton cerveau qui te bride pour te dire faut s'arrêter là. Ouais. Sauf que du coup, cette perception elle est faussée par plein de trucs. Si l'exo il est pas stable, tu vas galérer par exemple à dessin halter. J'en fais plus parce que je peux pas à cause de ça. C'est pas stable du tout, ça bouge dans tous les sens, t'as l'impression que c'est difficile, alors que si c'était que tes pecs isolés sur une trajectoire, ça irait beaucoup mieux. Souvent c'est plus simple. Et c'est pour ça que les machines ont dit que c'est mieux, alors qu'en réalité c'est concrètement la même chose. Si t'as une exécution en libre qui ressemble à une machine, c'est tout aussi bien qu'une machine. Tu vois, genre un soulevé de terre jambes tendues à la barre, que tu le fasses, toi tu le fais au bell squat, au final les deux ça vaut pareil. Tu vois, c'est exactement la même chose. Puis surtout, tu vois, encore sur un soulevé de terre jambes tendues, je trouve que t'as beaucoup moins de facteurs limitants externes au niveau de la stabilité que un développé couché à terre. Carrément, parce qu'en à terre, tu te rends beaucoup plus facilement, alors que la barre d'elle, t'as juste à la faire descendre, c'est hyper naturel. Donc là, barre libre ou pas, ça va pas changer grand chose. Sur certains exercices comme le développé couché à terre, les gens se lancer, c'est une galère. Voilà, alors n'en parlons pas de lancer les haltères, c'est chiant. Casse la gueule une fois sur 3. Je suis très bon, enfin j'ai été très bon au développé couché haltère, j'en ai fait pendant très longtemps, ça m'a donné des énormes pecs, ça je ne négligerai jamais, mais à la fin je l'ai enlevé parce que toi, moi j'ai pété la corde des rotateurs dessus. Okay. Donc moi je l'ai enlevé parce que de un, soit je devenais trop fort, et de deux, j'avais l'impression de perdre une énergie folle à juste monter les haltères en haut, alors que je me mettais sur une chest press un peu différente ou autre. Je pousse. C'était très bien. Mais c'est con parce que d'avoir enlevé ces exos, mentalement, t'as l'impression qu'en fait t'as perdu l'exo qui t'a fait le plus progresser et t'as l'impression de même moins progresser sur le reste. Alors qu'au final, c'est juste ta perception qui est faussée. Bien sûr. Ça, par contre, on a tous un avis biaisé sur nous. Ouais, après je suis passé sur beaucoup de Smith et ça m'a juste facilité. Ouais, Smith c'est le meilleur truc. Ça m'a facilité beaucoup plus de choses et au final, j'ai quand même continué de progresser. Là, je me suis repassé sur de la Smith aussi. J'ai modifié 1 degré, tu vois, je suis passé de 15 à 30. Finalement j'ai l'impression que je travaille un peu moins le haut de pec quand même, alors qu'au final d'après ce que j'avais vu en études scientifiques, 30 ce serait mieux que 15, mais encore une fois, chaque personne est différente, ça dépend de la clinique, en plus comme t'en avais parlé une fois, franchement, ça dépend de plein de facteurs, puis même la cage thoracique, tu peux même pas voir si elle est tellement anglée que ça. Donc, en vrai, la science c'est très bien comme on a dit, mais faut adapter. Voilà. Tu as un truc qui te convient très très bien, garde ton truc qui te convient très très bien. Si ça marche. Genre, tu as les meilleurs pecs de tous tes potes, tu fais cette séance là. Pourquoi tu voudrais la changer pour une qui potentiellement serait meilleure, alors que t'as déjà les meilleurs pecs de fou. Exactement. Pas besoin, sans vouloir faire le mec ou autre. Non, mais très bonnes jambes. J'ai une séance qui me va, je pourrais en faire potentiellement une plus encore meilleure. J'ai juste à garder celle-là.
parce que dans tous les cas, j'ai de très bonnes jambes, mais ça marche sur moi. Peut-être que si je prendrais un truc qui est dans la théorie plus optimisé, mon corps finalement il sera peut-être moins lié à ça. Et ça serait moins optimisé pour mon corps parce que j'ai pas le corps du mec de l'étude par exemple. Non mais exactement, les morphologies dans les études ça c'est à prendre en compte aussi. Bien sûr. Mais c'est vrai que le training à optimiser c'est vraiment le plus gros problème. Et puis le choix des exercices, les machines, etc. Changer pour changer ça sert à rien. Fais ce qui marche, même si c'est pas opti. Je suis un énorme fan des curls haltères, je sais que c'est loin d'être l'exo le plus opti parce que c'est pas stable du tout. Ouais. Mais j'arrêterai jamais l'exo parce que c'est trop kiffant. Ouais, bien sûr. Et c'est ça qui m'a donné mes biceps, tu vois. Ouais, bien sûr. Après, moi, tu vois, au niveau de tout ce qui est de biceps, haltère, j'aime bien au niveau de la courbe de résistance, dans le sens où tu sais que c'est pas mal. Beaucoup de contractions dans la plupart du temps. Après, voilà, encore une fois, ça dépend de ton exécution, ça dépend de plein de trucs. Mais souvent, c'est kiffant pour ça. Ouais. Et ça surcharge bien ton biceps dans son amplitude où il est bien actif, donc franchement, bête d'exo, mine de rien, c'est juste pas stable. Ouais. Et ça me fait penser, du coup, on voulait parler de ça au niveau des exos, les faisceaux. Les faisceaux. Ouais, ça est en lien avec la suroptimisation. C'est vouloir travailler chaque faisceau à chaque fois. Tu sais, les grands dorsaux, t'as le faisceau thoracique, iliaque, lombaire, les 3 parties. Les pecs, claviculaires, sternales et puis celle du bas, mais que pas tout le monde a. T'as pas besoin de les travailler à chaque fois. C'est pas parce que tu vas cibler ton haut de pec que ton milieu et ton bas de pec va pas bosser. Bien sûr. Tu sais, l'adduction. L'adduction du bras, des fois je bégaye. Adduction, des fois je bégaye. Le mouvement il est toujours là. Ton pec va quand même le faire, l'insertion elle se rejoint au même endroit finalement si ton bras il bouge. Oui. Et tout va être stimulé niveau croissance musculaire. C'est pas parce que t'as fait que ça que ton bas de pec va pas du tout prendre. Et donc du coup, t'as pas besoin de le travailler à chaque fois. Par exemple, si tu fais une fréquence x3, je reviens au début. Dans une séance, tu vas faire le haut, dans une séance, tu vas faire le milieu, puis dans une autre, tu vas peut-être faire un peu des deux. Ouais. Tu vois, t'as pas besoin de faire tout à chaque fois. Et c'est le problème avec plein de gens, c'est que tu vois qu'ils ont des séances où il y a 15 exos différents pour travailler le même muscle, alors qu'il n'y a même pas besoin. C'est vrai, je suis assez d'accord là-dessus. En plus, si on en parle sur les pecs, il y aurait, en théorie, quelques études qui diraient que tu pourrais pas dissocier en plus. Est-ce que c'est vrai? J'ai pas vu les études personnellement, c'est juste que j'en ai entendu parler. Donc j'ai pas d'avis là-dessus. Moi j'ai toujours fait en sorte que oui, effectivement, un peu claviculaire, machin. Donc j'ai toujours dissocié ou autre, enfin du moins en ayant une volonté de travailler plutôt cette partie, mais je sais que si je fais que le bas, je travaille quand même le haut. Et c'est d'ailleurs une technique que j'ai pu entendre sur des gens qui ont par exemple des clavicules très étroites, avec des épaules qui prennent le dessus, qui n'arrivent pas à faire du développé couché incliné, qui vont tout prendre épaules, triceps, dû à leur cage thoracique, dû à plein de choses personnelles en fait, qui devraient finalement faire presque plus que du décliné, parce qu'ils recruteraient là les pecs, et donc il faudrait plus du haut en faisant du décliné, parce que ça recrute tout le pec, plutôt que faire du incliné, finalement on recruterait les épaules ou les triceps. Ah mais c'est ça. J'ai oublié ce que je voulais dire pendant que tu parlais, j'ai l'impression d'être un golemon, mais au final t'as raison avec ce que tu dis, il faut jouer avec les courbes de résistance et pas mal de choses comme ça, mais oui c'est ça que je voulais dire. Faut surtout travailler des fonctions différentes d'un muscle. Oh bien sûr. Parce que ton muscle il fait plusieurs choses, à moins d'être mono-articulaire, mais ça il y en a pas énormément. Par exemple ton triceps, il fait l'extension du coude, mais il fait aussi la rétropulsion du bras avec la longue portion. Donc ça c'est à prendre en compte aussi dans ton optimisation, parce que sur un tirage vertical tu t'en rends pas compte, mais sur cette portion, qu'est-ce qui va ramener le bras au début? C'est ton triceps, et c'est aussi ton pec qui va le ramener proche du corps. C'est du volume indirect et tout. Ouais, bien sûr. Et ça, par contre, tu pètes les plombs en suroptimisation. Quand tu prends le volume indirect, c'est catastrophique. C'est vrai que si tu commences à compter tes 0,3... Et du coup, au final... C'est même pas du 0,5. Non, c'est encore moins. Mais au final, le muscle, c'est ce que je veux dire, il est quand même stimulé, même si tu l'as pas travaillé, parce qu'il est stimulé sur un autre mouvement. En fait, t'en viens à dire que tu travailles tout à chaque séance, au final. Tu viens de me faire penser, ça me fait penser au muscle stabilisateur. Oh putain. Ça existe, mais ça existe pas en même temps. Ouais. Parce que là, du coup, tu parles de faire un tirage vertical, d'avoir les pecs et les triceps. Ouais. Les gens vont dire c'est le muscle stabilisateur. Mais qu'est-ce que c'est? Il participe vraiment au mouvement, tu vois. Alors, déjà ça, les muscles stabilisateurs, qu'est-ce que c'est? Parce que beaucoup de gens vont dire c'est des petits muscles entre tes articulations. Pas forcément. Alors il y a plein de petits muscles entre les articulations, parce que le corps il a je sais plus combien de muscles, mais beaucoup trop. Et du coup, au final, c'est des muscles qui vont venir, stabiliser l'articulation, mais c'est souvent les muscles antagonistes en fait qui vont travailler différemment. Ouais, bien sûr. Genre sur ton développé couché, en stabilisation, t'as tes grands dorsaux qui vont bosser pour venir stabiliser l'omoplate. Donc au final, tout travaille sur un mouvement polyarticulaire. Tu peux vraiment pas dire qu'il y a que les muscles principaux qui travaillent, tout bosse. Et c'est ça que les gens appellent les muscles stabilisateurs. Et sauf que la plupart ils sont tellement peu stimulés et ils sont pas stimulés comme il faut pour être hypertrophiés. Que du coup c'est con de justifier le choix d'un poids libre parce que ça travaille ça. Parce que c'est ça la justification des gens en général. Putain, si je fais du poids libre, ça travaille les stabilisateurs, c'est plus fonctionnel. Entraînement fonctionnel. Ça aussi c'est une grosse connerie. Entraînement fonctionnel, pour moi ça existe et ça existe pas en même temps. En fait, quelqu'un qui veut être fonctionnel, c'est quelqu'un qui va bosser plein de trucs différents,
Donc ça peut passer par la muscu, mais ça peut passer par de la détente, ça peut Mais passer par du cardio. exactement, ça c'est de l'entraînement Donc fonctionnel. ça c'est de l'entraînement fonctionnel, mais quelqu'un qui va faire de l'hypertrophie fonctionnelle, bah ça reste de l'hypertrophie. Tu vois, moi je parle surtout des gens qui font des exos hyper chelous pour dire que c'est fonctionnel. Ah, t'as une idée en tête ou pas? Enfin, franchement, il y en a, ils montrent des exercices où ils ont un pied sur un bosu avec une seule jambe, Ah ouais. une haltère dans l'autre main, puis ils doivent se... Enfin, c'est des trucs vraiment... Bah, le farfelus. pire c'est que j'ai vu des gens utiliser le bosu pour un truc fonctionnel, alors que le bosu n'est pas transférable sur Ouais, de la exactement. stabilité. Parce... Ouais, c'est ça, c'est très con d'ailleurs. En plus. C'est ça, je trouve ça fou. Donc Et tout le monde utilise ça pour justifier proprioception et tout, et ça encore une fois, même dans la suroptimisation, tu peux te tromper. Ouais. Donc Vraiment. Donc ça, le fonctionnel, ça a évité aussi. Puis les stabilisateurs, bah, ça n'existe pas vraiment. c'est En fait, c'est mitigé. Ça existe, mais tu les travailles pas Je directement. suis d'accord avec ça. Après, là, ça me fait penser à, par exemple, un débutant. Est-ce que tu le mets sur machine? Est-ce que tu le mets sur poids libre? Il y a beaucoup de débats pour Ouais, là-dessus. ça aussi. Et beaucoup de gens, dont moi, ont raisonné d'une certaine manière, mais l'autre manière marche aussi. Un débutant, tu le mets sur une machine, c'est simple, il pousse, machin. Par contre, après, il saura pas faire une belle trajectoire, par exemple. Qu'est-ce que toi t'en penses? Si je te donne un petit peu mon avis, moi j'ai l'impression des deux, parce que Ben moi aussi. j'aurais envie de commencer un débutant, c'est sa première séance de le foot presque plus sur une machine, qu'il soit pas frustré de pas savoir faire les arriver à faire le mouvement. et, Il y a un temps pour tout. et au fur et à mesure qu'ils prennent un peu de force, peut-être introduire les deux. Ouais. Je sais pas, imaginons le mec qui fait 4 séries PEC, tu lui fais peut-être deux machines et 2 développés couchés haltères, il va prendre le mouvement en même temps. En vrai, ça se vaut. Autre. Et pour moi, ça se vaut parce qu'il n'y en a pas une moins bonne que l'autre, dans le sens où si le mec il commence par des haltères, il apprend la trajectoire, il commence à prendre de la force, peut-être qu'il prendra plus de temps sur la trajectoire, et après pour développer sa force. Ouais. Si tu fais l'inverse, bah t'as juste fait l'inverse. Ouais. Et Donc, puis au final, un les deux mouvement marchent. qui se ressemble, même que ce soit libre ou machine, il y a un transfert de force ou il y a un transfert de schéma moteur. Tu sais, il y a certaines personnes à qui j'ai jamais fait faire de développé couché. Alors, hormis le fait que la trajectoire de la barre soit un peu bancale, il arrive à mettre des perfs relativement corrects, parce que bah, du coup, il a toujours fait de la machine avant, il a quand même développé ses pecs sur un mouvement de poussée. Oui, c'est ça. Oui, à l'inverse, tu peux mettre. Enfin, il y a certaines personnes, tu les fais commencer sur du guidé, au final, tu les mets même jamais sur le. Enfin, sur du poignet, mais tu les fais jamais passer sur le guidé, parce qu'ils aiment bien le poids libre. Encore une fois, on revient au fait que qui fait son entraînement, c'est le principal. Et moi, comme j'ai dit, que tu commences par le poids libre pour après transférer sur de la machine ou inverse, t'as juste fait l'inverse. Ouais. Est-ce qu'il y en a un moins bien? Est-ce qu'il y en a un mieux? Pour moi, ça va juste dépendre de la personne. Si la personne elle déteste les haltères, je vais pas lui faire continuer de faire des Exactement, mais voilà. haltères. Mais dans un sens, la personne, le débutant, il aura meilleur temps de faire de la machine quand même, dans le sens où tu pourras lui faire tanker plus de volume sans que la technique se dégrade. Parce qu'un débutant, son schéma moteur et genre sa capacité à se mouvoir, elle est affreuse. Ouais. Des fois, la personne, t'as l'impression qu'il a jamais utilisé son corps. Oui, Il découvre En fait, vraiment, tu sais quand tu récupères un sportif ou quand tu récupères un lambda. un lambda. Ouais, Sans être vraiment. méchant, hein. Ouais, très pour le coup. Quelqu'un qui a fait 10 ans de sport, que ce soit n'importe quel sport. Il va y arriver direct, quasiment. Il arrive, il comprend quasiment tout, Ouais. il est stable la plupart du temps. Il a une base de force. Ouais, carrément. Pourquoi? Parce que son corps, il a été habitué à apprendre musculairement. Musculairement. Parce Ça, que le mec qui finalement n'est jamais sorti chez lui, n'a jamais fait de sport, c'est pas non plus nul. Et mais ça veut son pas cerveau n'est même pas développé au niveau de ça, en fait. C'est pour ça, du coup. Ça veut même pas dire que tu ne peux pas devenir bon. Hein. Non, ouais, Et pas du tout, rien à voir. Parce que moi, avant la salle, j'étais un gros puant qui sortait pas de chez lui. Hein. Bah franchement, j'ai toujours C'est fait... toujours le cas, mais je vais à la salle maintenant, c'est tout. J'ai toujours fait un petit peu de sport, mais un petit peu. Ouais. J'ai jamais fait beaucoup de sport. Je faisais du tennis, ça compte pas. Hein. Ouais, j'ai fait du tennis aussi pendant très longtemps quand j'étais 12 ans. petit. Ouais, bah un peu moins, moi je dirais un peu moins de 10 ans, Ouais. comme ça. Mais Quand j'étais petit, mais je le prenais pas au sérieux. Ouais, moi non plus. Donc je saurais pas te dire est-ce que ça m'a aidé ou pas. Mais voilà, Moi, c'est pas un avantage, je pense. on peut parler de... Ouais, des non, équipes, là, droite, c'est- gauche. c'est plus en rapport avec la C'est pas science. un rapport, on arrête. C'est plus en rapport avec la science, mais le passé sportif de la personne peut vous Ça aider aide. et en tant que coach, ça peut vous aider encore Ouais. plus pour le choix des exercices, par exemple. On va parler maintenant, du coup, comment est-ce que tu peux te renseigner facilement sans être trop casse-tête envers toi sur la science et la musculation pour la science. En gros, quelles sont les bonnes sources, surtout les influenceurs, à regarder en fait. Alors, du côté français, j'en ai probablement que un à mentionner. Peut-être un deuxième, mais là, c'est controversé. Le premier, c'est Denis Gallois. Alors, c'est une très belle source, hein, franchement, il dit des bonnes informations. Et en fait, on se renseigne quasiment au même endroit, au niveau des Américains. Ok. Donc, le niveau des infos, c'est plus ou moins la même chose. Et il y a aussi Lukum. Mais Lukum, il est très très controversé parce que son physique ne reflète pas ses idées. Ok. Tu vois, c'est ça le truc. Sauf qu'en fait, il se renseigne aussi au même endroit. J'ai l'impression qu'on se renseigne tous au même endroit finalement. Souvent, c'est Parce que c'est des super sources. Et au final, chez les Américains,
le gros pionnier de ça, alors il y en a plusieurs, mais le premier c'est Paul Carter et Chris Bursley. C'est les deux gros influenceurs. Paul Carter, on va dire que c'est plus celui qui va vulgariser un peu le contenu, mais toujours en restant très pointu dans la science. Et Chris Bursley, c'est littéralement le scientifique. Lui, il fait les études, il les sort, il les pond, et ils nous font des bons trucs, et avec ça, t'apprends énormément de choses. C'est phénoménal. Après, t'en as d'autres qui sont un peu plus mitigés, parce que Paul, il est très fermé à tout. Même un autre, Elijah Mundi, il s'appelle très fermé à tout, pareil. D'accord. T'es pas d'accord avec lui, il te bloque. Ouais, je vois. Mais par contre, c'est les super sources, et en plus mitigé, tu vas avoir tout ce qui est TNF, Ryan Joas, et je crois que c'est à peu près tout. Il y en a un autre, vous le connaissez sûrement, c'est Jeff Nippard. Ok. Bonne source, mais pas trop, parce que il a commencé à dériver avec Mike Rattel, je pense que pas mal le connaissent, vers un culte de l'étirement où ils vouent un amour à ça, et peu importe les études qui ressortent, ils veulent pas changer leur avis. D'accord. Ok. Donc, ils contredisent eux-mêmes la science. En fait. Ok. Bon, oui, c'est vrai que pour une démarche scientifique, ça bof, tu vois, je comprends. C'est vrai que là, tu parlais du coup en France, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup. Toi, qui essaies de le faire un petit peu, j'essaye de relayer les. En fait, le truc, c'est que je trouve que toi, tu le fais très bien. Mais merci. mais non, mais je trouve que tu le fais très bien, mais que c'est très compliqué de le faire. Beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Faut que ce soit accessible non plus. Et que malheureusement, t'as pas le temps de tout faire. Non. Donc moi, franchement, la plupart des trucs vraiment axés stress science, je les tire de toi, parce que tu fais les trucs bien, c'est bien vulgarisé, mais je suis sûr que tu pourrais en faire beaucoup plus. Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Et honnêtement, moi, je te conseille de le faire, parce qu'il y a une part du marché à aller prendre, et que Denis Gallois s'est très bien débrouillé à le faire. Et d'un autre côté, celui que t'avais cité, Loukoum, qui s'est un petit peu sorti du cadre, à vraiment chercher la critique. Ouais. Pour se faire c'est vrai qu'il est extrêmement à la provocation pour faire du buzz. Donc moi j'ai l'impression qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui se ressemblent avec ce que tu dis, et en même temps il y a beaucoup de choses que j'ai l'impression d'entendre déformées. Ouais. Ce que je veux dire. Ouais, carrément. Donc je saurais pas donner d'avis concret sur ce mec là, un peu trop dans les extrêmes, et c'est ce que je dis, en fait pour lui tout est blanc ou tout est noir. C'est ça. Il n'est pas un peu de nuance. C'est ce que je faisais au début, j'étais pareil, c'est ce que je faisais au début. Comprends, mais c'est juste pour ça, j'ai pas forcément d'avis personnel, parce que déjà je regarde plus ou moins, et voilà, pour moi il y a une sorte de nuance à avoir. Ouais. Tu l'as pas, c'est comme tu veux, et en fait, tant qu'il trouve sa clientèle, tant mieux pour lui. Franchement, tu l'aimes pas, c'est le problème, c'est pas le sien. Personnel, ça n'a rien à voir avec le taf qu'il fait, donc ça on s'en fout. En parlant de nuance, on avait noté qu'on pouvait conclure cette partie entraînement science avec tout peut marcher. Tout peut marcher. Avant de faire du upper lower ou un entraînement hyper optimisé, je tournais à PPL x2. Et à un moment, j'ai fait un split. Si je ressors mes screens d'entraînement avant, catastrophique. 4x12 au pec fly, 3x5 force au développé couché, tu vois. Et pourtant, j'avais déjà la moitié du physique que j'avais en faisant de la merde. Ouais, je vois, très bien. Ouais. Et moi, j'ai envie de te dire, j'ai quasiment toujours tourné en split. J'ai jamais eu un physique dégueulasse. Sans vouloir faire. On aimait ce qu'on faisait. On allait. Et même, constance, c'est comme on a dit, en fait, au final, je pense que le volume, on l'avait sur la semaine, en une séance. On a juste vu plus optimiser la chose. Au final, quand tu regardes, on pensait peut-être s'entraîner à l'échec avant, mais on l'avait peut-être pas tout le temps. Alors toi, peut-être un peu plus, parce que t'as l'air de mettre une plus grosse intensité que moi quand même. Mais je suis sûr qu'avant, moi, j'allais pas tout le temps à l'échec. Et au final, si tu rapportes mon volume pas à l'échec par rapport à un volume à l'échec, c'est tout aussi efficace au final. Ouais. Donc les deux se valent, juste passer 3 heures à la salle, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc du coup, au fur et à mesure des années, on a commencé à kiffer et détester l'entraînement. Ouais, de fou. J'adore m'entraîner, passer plus d'1h30 à m'entraîner, ça me fait chier. Ouais. Ah, je peux plus. Moi, franchement, c'est depuis je bosse en salle, toi, t'as bossé en salle aussi. Ouais. Insupportable de passer sa journée à la salle, et tu dois t'entraîner en plus pendant une durée de fou. Plus c'est efficace et court. C'est ça aussi, en fait, l'optimisation d'entraînement, c'est vraiment dans le temps le plus court possible, faire l'entraînement le plus efficace. J'ai envie de te dire, c'est un peu le B.A.B.A. de Mike Menzer. Hein. Le heavy duty et tout, franchement. Il avait pas forcément les connaissances scientifiques. Mais il avait la vision un peu. Mais il avait un peu dans les extrêmes quand même. Ouais, mais en même temps, dans un monde où tout le monde fait du 4 x 20, terrible. Tout le monde fait du 4 x 20 x 10 limite, c'est ce que je veux dire. Ouais. Genre il y avait 10 exos par séance, du même muscle. Des fois 2 fois par jour. Voilà. Des gens passaient des fois 4 heures à s'entraîner. S'il était pas extrême, il se serait pas fait entendre tout court. Donc pour moi, je pense que, tu vois, dans un passé, il s'est approché le plus possible de la science sans le faire forcément exprès, entre guillemets. Franchement, d'avoir réussi à le faire à l'époque avec le peu de données qu'ils avaient. 70. Ouais, même avant, hein. Quoique, peut-être un peu. C'est autour de 70 si j'ai pas de bêtises. Mais d'avoir réussi à sortir ça sans vraiment beaucoup de données, c'était fort. Hein. Et tu vois des gens qui s'entraînent toujours comme ça. Hein, Samuel Hartman. Fait du heavy duty. Hein. Ça marche très bien. C'est un monstre. Et ça marche très bien. Ouais.
Mais parce T'as que c'est le tout ce qui va principe être partiel, etc. Mais comme t'as dit, qui peuvent ne pas être utiles, Ouais. ou utiles. Voilà, ça marche ou ça marche pas, mais quand on regarde une série simple ou des méthodes d'intensification, c'est quasiment la même chose. C'est ça. C'est juste une qui est un peu plus fatigante, mais du coup t'en fais un peu moins. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est du coup Vincent Dutilly, son coach, qui a réaménagé un peu plus avec la science. Typiquement, si je vas de bêtises, je sais plus lequel aide lequel, mais il y en a un des deux, soit le polyarticulaire, soit l'isolation, où il fait 2 séries et l'autre 1. Il me semble que c'est le polyarticulaire où il va mettre grosse série, enfin une seule série dans la gueule où il se dégomme, et l'isolation il va plutôt en faire 2 parce que c'est un peu plus dur d'aller faire des partiels sur de l'isolation, tu vois, par exemple. Quand même, ouais. Choses comme ça. Ouais, non, mais ça c'est très très bien. Mais de toute façon, il y a, comme on dit, hein, toutes les méthodes fonctionnent. C'est ça. Intensification, split, tu fais les choses bien, il y a de la cohérence dans ce que tu fais. Ouais, j'ai envie de Tu vois que tu progresses. Tant que t'as fait minimum 2 séries relativement proches de l'échec dans ta séance, ton dans la théorie il grossit. Il grossit. Donc, À moins que tu lui en foutes 8 de plus dans la gueule à l'échec, et là, ton corps, t'as tellement de fatigue qu'il te faut 6 jours pour récupérer. Et encore, moi franchement, moi je le tank bien ce volume-là, je l'ai tanké à une Ça période. dépend des muscles aussi. Il y a des muscles qui récupèrent mieux et d'autres moins bien. Moi, tu vois, ce volume-là, je l'ai tanké à une période, mais peut-être que moi, je tankerais mieux que certaines personnes. Mais peut-être. J'ai typiquement un ami que toi tu coaches. Cette personne-là, si tu ne mets pas des RIR, c'est un mec, genre quand je te dis il a s'entraîné à l'échec, c'était même pas RIR 0, c'était RIR moins 3. Non mais j'ai jamais vu ça. À la mort. Il allait à la mort, c'est-à-dire que vraiment il y avait pas d'autre mot que ça. Bah le problème c'est que depuis que tu lui mets des RIR, 2 voire 1, Il m'a dit, il évolue de bah, fou. il évolue beaucoup mieux parce qu'en fait son corps, je pense, est beaucoup plus fatigué qu'un corps comme le mien qui va tanker un peu plus. Beaucoup plus vite. En vrai, le système nerveux et les muscles, même parce que t'as des muscles avec des proportions de fibres 1 et 2 différentes qui génèrent plus de fatigue, mais d'un individu à l'autre, ça va changer aussi. Ça se trouve, toi, t'as des quadriceps, c'est des putains de fibres de type 1, t'as que des trucs quasiment endurants, par contre, du coup, ton quadri récupère de fou, et malgré que c'est pas des fibres qui grossissent beaucoup, bah, ça grossit bien. Je suis pas tellement sûr parce que je fais quand même des séries bien lourdes. Ouais, mais ça veut rien dire, parce que quand tu fais une série lourde, même tes fibres 1 et 2, elles sont grossies à max. Donc au final, tu peux même pas savoir, faudrait faire une putain de dissection. Ah, c'est ça. Par contre, tu vois, je sais typiquement que mes ischios, j'ai essayé de rajouter du volume, je prenais moins d'ischios que quand j'étais assis. Ouais, voilà, parce qu'ils récupéraient moins bien. Donc voilà, il faut juste tester. La fin du truc, c'est qu'il faut tester. Franchement, honnêtement, moi je te dis, mon ressenti personnel, avec le temps, j'ai eu vraiment une grosse phase où j'ai monté mon volume progressivement et je suis redescendu progressivement. C'est typiquement pour moi ce qu'il faut faire sur un débutant et voilà, pour devenir avancé. Le programme, c'est ça, petit à petit, tu testes la limite haute. Et grosso modo, tu vois, les pecs, plus je descendais mes séries, plus je prenais de pecs limite. Les jambes, les quads, je sais pas, j'ai jamais trop eu de mal, que ce soit haut ou bas, c'est à peu près pareil. Les ischios, j'ai augmenté mon volume, ça dégage. J'ai baissé mon volume, c'était beaucoup mieux. Et quand j'ai commencé à avoir des ischios, je faisais que 3 séries par semaine, dans une seule séance. Je commençais à en avoir des biens, je me suis mis à en faire 6, c'était parfait. Une fois dans la semaine, hein, du coup à ce moment-là, bah, j'ai commencé à faire une fois dans la semaine 12, j'avais plus d'ischios. Ouais. Donc voilà, ça joue beaucoup. Pas fou. Et on peut enchaîner, sauf si t'as d'autres choses à dire sur le training dans la science. Sur le training. Comment tu fais pour reconnaître une étude qui marche voilà. Alors là, on a cité des sources qui vont être des vulgarisateurs, entre guillemets, mais comment toi, si demain, tu veux te renseigner, choper une étude, te dire, ok, elle est bien, comment tu fais? Alors déjà, les seules études, selon moi, qui sont vraiment valides, c'est les méta-analyses. Du coup, en fait, ça regroupe plein d'études, et t'arrives à avoir vraiment un gros échantillon pour te dire, ok, ça marche ou ça marche pas. Après, faut regarder qui l'a publié aussi. Parce que des fois, t'as des petits laboratoires indépendants, c'est fait un peu bizarrement. La qualité de l'étude, elle est pas ouf. Les méthodes pour mesurer les résultats, pas terribles. D'accord. L'échantillon qu'ils ont pris, justement, faut qu'il y ait un groupe suffisamment grand pour que ce soit significatif. Si tu mets juste 10 personnes, ça veut rien dire. Par contre, si t'as un groupe de 100, 200 personnes, là, tu peux te dire c'est un peu mieux. Après, faut regarder aussi quel type de pratiquant c'est. Si tu mets des débutants, bah franchement, tout va marcher dessus. La plupart, ouais. Franchement, tu peux leur faire n'importe quoi, quasiment ça marche. Par contre, si ça marche pas, t'es sûr que ça marchera chez personne. Oui, tu vois, au moins t'es sûr. C'est vrai que si ça marche pas sur un débutant, ça marchera. C'est que ça marchera, c'est sûr. Si ça marche sur un débutant, ça veut pas dire que ça marche sur un avancé. On est d'accord. Ça, là-dessus... justement, les études sur les avancés, c'est plus rare. Bien sûr. Pour ça que du coup, faut prendre pas mal de choses avec des pincettes et faut l'adapter avec ta pratique perso. Ouais, bien sûr. Du coup, on n'a pas assez de recul en vrai. Hein. On n'a pas assez de recul sur beaucoup de choses. Ça se trouve, ce que je dis maintenant, ce sera pas vrai dans quelques années. Hein. Mais il faut avoir la capacité de changer d'opinion, tu vois. Faut pas rester fermé. Et encore une fois, moi, je le prends vraiment comme ça. Études scientifiques, c'est très bien pour te donner une visualisation de où aller. Là, on sait qu'on va un peu plus sur de la proximité de l'échec. Et s'il faut aller 100% à l'échec ou RIR1, ce serait plutôt RIR1 en théorie. Mais dans tous les cas, on sait que c'est autour de ça. Que ce soit RIR 0 à 2 environ, on sait que globalement ce serait autour de ça. Après peut-être que plus tard on saura lequel est vraiment le mieux, tu vois. Parfait, mais on sait que c'est autour de ça. Donc on sait qu'on va devoir se privilégier plutôt sur
cette fourchette-là, Ouais. donc aller ici plutôt qu'une autre. Donc là déjà c'est une information. Après, encore une fois, tu vas tester avec le terrain. Ça va être le mec que tu coaches, qui est mon pote, bah lui, tu sais très bien qu'il faut lui mettre des derrière. Ouais. Moi je m'entraîne toujours à l'échec, quasiment, Et ça marche très bien aussi. Donc après, je vais pas changer pour autant, parce que de 1 j'aime ça, et de 2 je sais que ça marche sur moi. Voilà, c'est ça. Faut adapter. Il faut adapter. Et aussi, il faut même lire entre les lignes, ou alors même superposer certaines études. Je pense à par exemple la diète. Tu en as certaines qui peuvent montrer que un léger déficit et un déficit un tout petit peu plus haut produit plus de croissance musculaire, mais quand tu vas sécher, tu vas perdre de la masse musculaire. Et t'en as d'autres qui montrent que quand tu sèches, tu perds pas de masse musculaire, tu peux continuer d'en prendre. Ouais, si tu gères bien ta sèche. Se contredisent. Donc beaucoup de choses se contredisent, mais d'un autre côté, les contradictions, tu peux, pour moi, les mélanger et en final en tirer quelque chose de bénéfice, le tester sur toi, le tester sur tes élèves entre guillemets, s'ils sont d'accord, et après voir ce qui marche sur eux, sur toi. Et c'est tout con, mais ce qui marche sur tous tes élèves, sur toi, peut ne pas marcher sur pourquoi ça marcherait sur le 32e. Ouais, voilà, ça se trouve ça va pas marcher, mais ça se trouve ça peut marcher sur tout le monde. C'est ça. Et t'en as, typiquement, toi t'as le truc qui marche sur tout le monde, ça marche pas sur lui. Tu reviens à la base de la base, ça marche. Ouais. En fait, les études, faut surtout pas trop se projeter sur les études où c'est des trucs hyper spécifiques. Bien sûr. Si tu sais que c'est des bases qui ont été fondées et qui viennent le prouver encore plus, ça ok. Tu vois, tu te dis l'étude, tu peux y aller les yeux fermés. Mais par exemple, je reviens sur le truc que j'ai fait aujourd'hui sur les drop sets. Ça marche, mais c'est pas forcément mieux. Mais en fait, on sait pas si ça peut être mieux parce qu'il n'y a pas assez de recul. C'est ça. Et donc, du coup, là, tu peux pas réellement te prononcer. Tu sais que pour l'instant, c'est pas mieux. Tu sais que pour l'instant, c'est pas forcément mieux. Mais c'est pas pire non plus. Voilà, c'est ça. En fait, ça se vaut. Donc pour l'instant, tu pourrais t'aiguiller sur j'en fais de temps en temps pour certaines raisons, ou alors j'en fais pas pour certaines raisons. Parce qu'il n'y a pas besoin, enfin, ça varie et tout. Et faut surtout regarder les méthodes. C'est pour ça que pour moi, comme on dit depuis le début, il faut nuancer et avoir ta propre expérience. Pourquoi moi je me suis mis à essayer de faire un upper lower beaucoup plus axé science, déjà parce que je voulais pas faire de full body axé science, ça m'intéressait pas, et parce qu'en fait je me suis dit que plus j'allais moi-même tester, plus j'allais me faire un vrai avis, et plus je pouvais donner mon avis là-dessus. Et je sais que au début, upper lower pour moi c'était impensable. Ouais. Au début, pour moi c'était impensable. Pour moi il y a pas assez de volume, il y a pas assez de machin. Ensuite j'ai appris ce que c'était. Je me suis dit ok, dans la théorie ça peut être intéressant. Ouais. Dans la pratique j'ai essayé. J'ai l'impression de progresser autant qu'avec le speed que j'avais avant. Pas forcément plus ou mais pas assez. Tu te sens peut-être à peine moins fatigué. Et donc si c'est pareil, tu vois, il y a des petits avantages. Ça dépend. J'ai eu du mal avec certaines séances upper, j'avais du mal avec ça. Voilà, après ça va être choisi. Ça dépend vraiment de la personne. Qu'est-ce qui a marché sur toi, tu le gardes. Qu'est-ce qui t'a plu le plus et qui a marché sur toi, tu le gardes. Point final. Vraiment. Et pareil, ça va être pareil sur les gens que tu coaches. Hein. Tu leur fais faire des trucs et à tout moment ça peut changer. Si le feedback il est négatif, tu dégages direct. Typiquement, moi j'en ai un là, ses biceps ils montaient pas. Il me l'a fait signaler, j'ai regardé, je fais effectivement ils montent pas. Et là cette semaine ils ont monté, j'ai rien changé pour le moment. Mais si ça monte ou alors ça stagne d'ici la semaine prochaine, je vais regarder, et on va essayer de changer d'exo, etc. On a grosso modo parlé d'absolument tout ce qu'on avait à dire, le training, la science, etc. On avait 2-3 idées de sorte de debug qu'on pouvait faire, vraiment type la way c'est du dopage, non ce n'en est pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait noté déjà on avait noté 2 choses, voilà. Typiquement l'amplitude, que tu voulais un peu revenir un tout petit peu dessus. Voilà. Le culte du stretch, justement, je reviens sur Jeff Nipa tout à l'heure. C'est n'importe quoi de vouloir faire absolument une amplitude maximale sur tous les exercices, et ça donne en contraste ce que je parlais tout à l'heure, le stretch, pas du tout, le neuromechanical matching, ce que je parlais de Paul Carter, etc., qui dit qu'un muscle, il aura un meilleur recrutement moteur là où il a les meilleurs leviers. En gros, il faut l'entraîner dans ces amplitudes-là. Par exemple, le biceps, quand tu vas faire un curl, pas la peine d'aller fléchir ta main jusqu'au cou, enfin jusqu'à l'épaule, parce qu'en fait, ton biceps, il est actif le plus avec cette flexion de bras. Donc en gros, c'est de 0 à 90 degrés de flexion de bras que t'es le mieux. Donc du coup, pas la peine d'aller chercher un surétirement avec un exo qui met une tension d'étirement de fou, ni une amplitude totale. Et c'est ça le problème avec le stretch, c'est qu'il y en a beaucoup, voire peut-être 50% de la communauté scientifique, et justement c'est ça le problème, c'est que ces influenceurs, Jeff Nippard et Mike Israetel, ils sont là à nier les études qui montrent que ça marche pas en fait. Okay. Et beaucoup de gens les croient aveuglément, et donc du coup ils sont là à faire des exercices avec des amplitudes de fou. Alors je dis pas qu'ils vont se blesser, mais ça sert à rien, et en fait, je fais un peu des deux. Tu sais que moi, typiquement, je suis vraiment fan de tout ce qui est amplitude. Moi aussi, mais après, c'est d'une bonne manière. Genre, toi, tu descends bas, c'est les quadris, c'est génial. Ils sont étirés. Les pecs, faut les étirer. Tu vois, la presse, je descends au max. T'as vraiment mais pourtant, la presse, il y a une étude récemment qui est sortie qui montrait quasi zéro différence entre une amplitude complète
et genre 90 degrés de flexion de genou. Ouais, c'est pour ça. Ça fout le seum, parce que tu te dis que pendant des années tu fais ça, mais au final, une fois que tu es habitué, tu continues de le faire. Ouais, je pense. Voilà, t'as pas besoin de. Mais c'est vrai que moi, T'as vu l'étude que. Franchement, pendant plusieurs mois, là, je me suis juste amélioré sur l'amplitude de la presse, et là, je me dis C'est ça, quand je même vais ça le faire. Clément qui dit ouais, bah ouais, je te l'ai dit en message, et il me dit ah bon, montre l'étude. Ouais, je suis gardé quand même l'amplitude, parce que Ouais, quand je mais l'ai, tu vois, faut. mais... Mais tu vois, c'est pas pour autant, je sais pas si tu connais l'exercice du barrel press, là, t'as peut-être déjà vu. Où ils font un développé couché halter, et genre l'halter, ils vont. Ah oui, oui, là, Jusqu'à- disloquer l'épaule, carrément. Ça sert à rien, tu vois. Ouais. Tu t'arrêtes quand l'halter ou quand ton coude il est plus bas que Ouais, la ligne du buste, bah c'est déjà très bien. Ok, je suis d'accord. En gros, c'est ça. Et on avait noté aussi l'échec musculaire, Ouais. même si on a un petit peu abordé On a déjà ça là-dessus. parlé. En vrai, aller à l'échec, c'est bien. Aller à un RIR, c'est pareil, quasiment en fait. Ok, de ce qu'on sait actuellement, Et- normalement... C'est quasiment pas après. Échec et 0 RIR, c'est pas exactement la même chose, Oui. mais enfin, plus ou moins. Mais en gros, t'as pas besoin d'aller à l'échec à chaque série, puisqu'en gros, t'as un ratio fatigue-stimulus qui va être moins bon si tu vas à l'échec que si tu gardes une rep en réserve. Mais quand tu gardes une rep en réserve, bah, le stimulus est à peine moins élevé, mais la fatigue l'est moins. En fait, les deux se compensent. Ouais. Si t'aimes aller à l'échec tout le temps, bah fais-le. Oui. Et si t'as envie de moins te fatiguer, bah fais-du un RIR. Concrètement, Aussi. pas besoin d'aller à l'échec partout. Comme on l'a dit, t'es pas obligé d'aller faire tout l'inverse à forcément faire 100% échec, C'est ça. et pas non plus rester à 10 RIR. C'est ça. Sinon c'est pas... Mais en fait, ça dépend aussi des exos. Tu prends un RDL, plus jamais je le fais à l'échec. Depuis que j'ai fait une élongation de l'ischio, par exemple, Ok. plus jamais à l'échec. Parce que, bah, Ouais, RDL, posture. j'ai du mal à Voilà. l'échec aussi. parce qu'en fait, c'est un exo hyper complexe et l'échec que tu vas atteindre, c'est pas musculaire, c'est postural. Parce que La tu vas plupart, dégrader ta technique et du coup, après, tu te baises. Alors qu'au final, il y a des exercices, tu fais à l'échec. Bah, hier, on a fait du leg extension jusqu'à ce que la rep, elle ne monte plus. Que le grind, il dure 5-6 secondes. Bah, c'est bon, on a fait à l'échec. Les exos où c'est vrai que t'as un bon levier, que t'es très stable, Très stable. tu vas à l'échec, c'est ce qu'ils font. Mm. Un RDL, ah, je me J'ai paie juste mal, ça a mal au dos à ça, force. ça Ah, m'énerve. moi, je le dis, hein. Merde. Vous me voyez faire du RDL à 200 et plus, moi j'ai mal au dos quand je le fais. Hein. Ah bah ouais, logique. Franchement, mais après j'ai plus mal, mais pendant l'exo, c'est jamais agréable. Hein. Ouais, je comprends. Je peux pas. Est-ce que t'aurais quelque chose à rajouter? Bah, je pense qu'on a parlé d'à peu près tout. Je pense qu'on a vraiment abordé beaucoup de choses, Mm. que le podcast était très intéressant. Ouais, j'espère qu'ils auront appris des choses. ces gens. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à aller voir son TikTok, son Insta, ses réseaux sociaux de manière générale. Tiofit avec 2 i. Voilà, exactement. Si vous avez quelque chose à dire dans les commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi qu'on refasse quelque chose comme ça et qu'on aborde d'autres sujets, D'autres sujets, marquez-les en vrai. notez-les, faites un pavé si vous voulez avec toutes les choses à aborder, ça nous donnera une sorte d'idée. Et ça peut très bien être juste des TikTok que lui ou moi peut faire. Ouais, carrément. Sous format plus court à ce moment-là et pas forcément audio, ça peut être possible. Ou alors même développer des choses qu'on a moins développées ici. Si tu veux les développer plus tard, tu peux. Et si quelqu'un est intéressé par un développement d'une certaine chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou même dans nos DM. On en parlera avec plaisir. On habite C'est pas ça. si loin l'un de l'autre. Hein. Ça va, en vrai. Ouais. 2 heures de route et ça va. On peut en faire plus souvent des podcasts. C'est ça. s'il faut. Mais franchement, J'espère vous avoir appris quelque chose, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Et moi je vous Ouais. souhaite une très bonne fin de journée à vous. Et sur ce, on se dit au revoir. à plus. Allez, ciao, bye, Simir les BG.